Donc on va effectivement parler de l'identité des clients en général et en particulier pour la mobilité as a service. Mais c'est un cas d'application. On va commencer par une petite présentation d'Aduneo pour savoir qui on est. Donc Aduneo, on a... Il faut y aller franchement. On a un petit peu plus de 20 ans d'existence. On est présent à Paris, à Rennes, à Nantes, à Lyon. On est entre 80 et 90 actuellement et on est spécialisé dans les identités numériques. Et si on va un petit peu plus dans les détails, pardon. Voilà. Donc on a un certain nombre de domaines d'expertise et les identités et les accès, que ce soit client, que ce soit workforce, c'est notre cœur de métier. Avec aussi, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, mais sous l'angle des identités aussi. Et on intervient aussi sur la digital workplace, toujours souvent sous l'angle des identités. Alors on a une offre de service qui est complète, c'est-à-dire qu'on prend des missions en conseil, donc en études en amont, des architectures, études d'opportunités, études de cadrage, etc. On fait de l'intégration des solutions ensuite. On participe au déploiement, en particulier avec les phases de migration, qui sont toujours un petit peu compliquées quand on passe d'un ancien système à un nouveau système. Et on va le voir aussi, on a une petite activité d'édition logicielle dans une petite niche, qui est exactement ce dont on va parler ici. Donc les identités dans les services numériques, le cas qu'on va vous présenter d'usage, c'est le MaaS, c'est-à-dire la mobilité de service. Donc on dit la mobilité, le MaaS, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et le MaaS, c'est quoi? C'est d'avoir accès à une offre de transport complète. Donc ça peut être train, métro, bus, vélo, parking, etc. Depuis une seule plateforme, c'est-à-dire depuis en gros une application, un site web unique pour l'ensemble de tous les services. Donc qui dit application, qui dit site web, ça veut dire qu'il faut y avoir authentification des utilisateurs, parce que les utilisateurs vont acheter des billets, vont utiliser des billets dématérialisés, etc. Et donc la bonne pratique, évidemment, c'est d'avoir une authentification qui ne soit pas faite directement par les applications, mais par un autre système. Alors par abus de langage, on appelle ça un SIAM. C'est pas exactement ça, parce que SIAM, normalement, c'est Customer Identity and Access Management. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un logiciel qui permet de faire les authentifications, qu'on appelle un fournisseur de services ou un IDP, qui est spécialisé dans cette fonction d'authentification et qui va permettre de sécuriser l'authentification. Donc c'est un logiciel qui est dédié, qui est sécurisé, et avec des fonctionnalités supplémentaires, par exemple de détection des attaques. On va pouvoir moduler l'authentification en fonction du contexte de l'authentification. Et le fournisseur d'identité, ça va permettre aussi d'avoir une authentification qui va être unique et transparente sur un certain nombre de choses. Donc on a parlé de l'application, du site web. La plupart du temps, les sites web et même les applications, ce n'est pas uniquement un module. Il y a souvent plusieurs modules. Par exemple, le module qui va faire la boutique en ligne, donc qui va être fourni par un fournisseur particulier. Le module qui va faire le ticket dématérialisé. Et donc, pour que l'utilisateur n'ait pas à se réauthentifier à chaque fois qu'il accède aux différents modules, le fournisseur d'identité a cette fonction de SSO qui permettent que ce soit entièrement transparent. Et ça permettra aussi de s'authentifier au système directement de transport autonome qui souvent reste accessible en fonction du niveau de déploiement du MaaS. Donc une seule authentification, un seul login, un seul mot de passe et tout ça de manière transparente. Ça permet aussi d'avoir des authentifications différentes. Donc on a le login mot de passe de base, mais on va pouvoir faire d'autres choses. Ce qui est demandé souvent maintenant, c'est la connexion avec France Connect pour qu'on puisse s'authentifier avec le compte Amélie, le compte les impôts, etc. On a certaines régions qui ont leur propre solution de France Connect, qui est une sorte de région Connect. Ça va permettre de s'interfacer avec Google, avec Apple, etc. Et puis, si on le souhaite pour des opérations particulières,
on va pouvoir demander des facteurs supplémentaires, des choses comme ça qui vont être plus compliquées évidemment à mettre en place directement au niveau de l'application, alors que le fournisseur d'identité, lui, il est déjà compatible avec l'ensemble de ces solutions. Ça va permettre aussi de mettre en place un certain nombre de services autour de l'application, et en particulier la partie inscription, donc la création d'un nouveau compte pour pouvoir ensuite acheter des titres de transport. Et ça permet évidemment de gérer le moyen d'authentification, donc en particulier sa perte, donc réinitialisation du mot de passe, enrôlement du moyen d'authentification à plusieurs facteurs, etc. Et enfin, ça permet aussi de transmettre directement des informations sur les utilisateurs qui ont été authentifiés aux différentes applications. Donc des informations sur des droits, l'état civil, des choses comme ça. Et c'est ça qu'on va creuser maintenant. C'est quand on parle de ces informations qu'on va transmettre aux applications lors de la phase d'authentification. La plupart du temps, pour les applications, on va dire normales et ordinaires, on va transmettre un identifiant unique qui va permettre d'identifier évidemment l'utilisateur, et puis des informations de type état civil, adresse de messagerie et des informations de droit. Voilà. Et donc le SIAM, lui, il a cette capacité au travers d'API qui vont s'appeler user info, qui vont s'appeler introspection. Lorsque la personne va s'authentifier, le SIAM va pouvoir transmettre une petite fiche d'identité avec les informations qui sont relatives à l'utilisateur qui vient de s'authentifier. Donc ça, c'est le cas général des applications de type e-commerce, des choses comme ça. Dans le cas du SIAM, on a un besoin qui va aller plus loin que juste les informations de base. Donc on a besoin effectivement d'avoir un identifiant unique, on a besoin d'avoir l'état civil, l'adresse de messagerie, etc. Mais ce n'est pas suffisant. On va avoir besoin en particulier d'informations sur l'offre de transport qui a été souscrite par l'utilisateur. Donc les différentes cartes d'abonnement en particulier, et non seulement la carte d'abonnement, mais des informations qui vont porter les cartes d'abonnement, la date de validité en particulier, voire des types d'abonnements qui vont être différents. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'informations qui vont être nécessaires à communiquer. Et puis dans le cas du MAS, on a aussi une petite particularité, mais qui n'est pas si particulière que ça, c'est que les parents, par exemple, vont gérer les titres de transport des enfants qui n'ont pas encore le droit d'avoir des titres des comptes pour les gérer. C'est ce qu'on appelle les voyageurs associés. Et donc, il va falloir qu'on embarque ces voyageurs associés dans les informations qu'on va transmettre à l'application, parce que le parent ou le conjoint, etc., ont des droits, finalement, de gestion sur les voyageurs associés. Quand on parle des voyageurs associés, c'est les voyageurs en tant que tels, mais évidemment, c'est aussi l'ensemble des informations qui vont caractériser les différents voyageurs associés. Donc, de nouveau, des identifiants, l'état civil, le mail, les cartes d'abonnement, etc., etc. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une richesse d'informations qui est très importante. Alors là, qui est représentée sous forme d'un JSON, c'est relativement classique. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir cette petite partie-là, on a quelque chose qui commence à être complexe avec, pour ceux qui connaissent JSON, des objets, des tableaux, des valeurs multiples, des choses comme ça. Et pour complexifier la chose, l'enfant, quand il va grandir, qui va pouvoir avoir un compte, ou le conjoint, lui aussi, il va pouvoir se créer un compte. Et donc, il va falloir aussi lui transmettre des informations qui lui sont relatives lorsqu'il va s'authentifier. Donc, ce qui veut dire que les mêmes informations, finalement, on va devoir les transmettre lorsque le parent va s'authentifier, parce qu'il a toujours la possibilité de gérer le compte, mais aussi lorsque l'enfant va s'authentifier. Et c'est évidemment exactement la même information qui va être dupliquée. Et donc là, on commence à avoir une complexité qui est telle que le SIAM, tel que je vous l'ai défini tout à l'heure, il atteint ses limites. Parce qu'un SIAM, c'est quoi, en gros? C'est derrière un annuaire de compte. Un annuaire de compte, c'est en gros des utilisateurs, des comptes finalement, des groupes et parfois des rôles et des droits. Et un compte, c'est uniquement la donnée de clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Et donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse rentrer la richesse de l'information sur les différentes identités
dans uniquement du clé-valeur. Donc là, par exemple, pour la personne qui a plusieurs cartes d'abonnement, il va falloir essayer de faire rentrer ça avec des artifices de représentation, avec des pipes, des virgules, des choses comme ça, pour que derrière, l'application puisse retrouver la richesse de l'information, toujours sous format clé-valeur. Et évidemment, quand on a ces histoires de voyageurs associés, ça devient complètement incompréhensible. Et non seulement incompréhensible, mais évidemment complètement ingérable, puisqu'il va falloir qu'on ait des informations complexes sur l'ensemble des utilisateurs. Et quand on va rajouter une information, par exemple, dans le cas qu'on a vu tout à l'heure où l'enfant va pouvoir se connecter, le parent va se connecter, ça veut dire que la même information qu'il va falloir rajouter, je vais la rajouter sur l'ensemble des fiches d'identité de chacun des utilisateurs qui va avoir des droits. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque je rajoute quelque chose, il faut que je pense à rajouter avec notre syntaxe un petit peu particulière la nouvelle information à des endroits différents avec tous les problèmes qu'on peut avoir de cohérence, de désynchronisation, etc. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le SIAM en tant que tel, avec son annuaire de compte, c'est compliqué pour lui de gérer l'ensemble des informations. Il va pouvoir lui transmettre l'information, mais par contre, là, si je vais rajouter un voyageur associé ou en retirer, je vais devoir faire des opérations complexes sur l'annuaire de compte. Parce que finalement, là, on a parlé de compte, et évidemment, ce n'est pas ça dont on a besoin vraiment. Pour pouvoir gérer cette recherche d'informations, il va falloir revenir finalement à la réalité, il va falloir modéliser la réalité et ensuite la transmettre d'une manière technique aux applications. Mais si on n'arrive pas à modéliser vraiment l'identité en tant que telle, on ne va pas réussir à la gérer. C'est-à-dire qu'il faut remonter du compte, qui est quelque chose de technique, vers l'identité qui vraiment va représenter le réel. Et quand on parle de représentation du réel, on va modéliser les identités en tant que telles. Donc là, par exemple, dans notre cas, c'est des personnes. On va les mettre aussi dans un contexte général. Donc là, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je peux très bien me définir des zones de parking. Alors là, j'ai mis un partout. Évidemment, c'est 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de corriger. Je vais aussi avoir mes différentes cartes d'abonnement. Donc là, j'ai une carte d'abonnement, mais évidemment, une même personne va pouvoir avoir plusieurs cartes d'abonnement. Donc là, on a des relations qui sont multiples. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va aussi rajouter les voyageurs associés. Donc là, c'est une nouvelle personne, et là, avec une nouvelle relation entre les différentes identités. Donc là, de type parent, on peut avoir des relations qui sont différentes, des relations de type propriétaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des droits étendus, de type juste gestionnaire, c'est-à-dire que je vais juste pouvoir acheter des choses, des relations unidirectionnelles, des relations bidirectionnelles, et évidemment des relations multiples entre les identités avec les différents objets différents, et puis aussi des relations entre les objets en tant que tels. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je veux arriver à gérer l'information que je vais envoyer à mes applications, il va falloir que je sois capable de modéliser ces modèles de type identité, et c'est comme ça que je vais pouvoir gérer mon modèle. C'est-à-dire que si je modifie une information, je ne la modifie qu'à un seul endroit, je n'ai pas à la modifier à plusieurs endroits. Alors, on a parlé là du MAS, c'était notre cas du jour, mais évidemment, ce n'est pas le seul cas qui a besoin des identités. Finalement, à chaque fois qu'on va avoir besoin d'un petit peu de complexité, en particulier des objets différents, des relations entre les objets avec des caractéristiques, des typages de relations, de nouveau, on va rentrer dans cette complexité de l'information à envoyer, et ça va être beaucoup plus facile de la gérer en modélisant les identités en tant que telles. Donc là, on a un autre client, par exemple, qui vend en gros des abonnements. Donc c'est la même chose. On va devoir modéliser les différents abonnements, les relations entre eux. Alors, c'est des abonnements qui sont gérés par des personnes qui sont chez les clients. Donc, on a un certain nombre de relations qui sont un petit peu complexes à mettre en œuvre. Et donc, de nouveau, on va avoir besoin de modéliser les identités. Voilà. Et donc, évidemment, vous l'avez bien compris, une fois qu'on a réussi à modéliser les identités, ça devient beaucoup plus facile de générer, en fonction de l'ensemble des informations,
les fiches d'identité dont on a parlé. Et donc, la fiche d'identité, elle garde sa complexité, mais par contre, elle est gérée de manière simple. Donc après, ça va être à charge ici à l'application de récupérer l'information et de l'analyser et de l'utiliser. Alors maintenant qu'on a parlé d'identité, d'où est-ce qu'elles peuvent provenir ces identités, donc qui ne sont pas dans le SIAM, puisque le SIAM, on a vu qu'il ne savait pas modéliser les identités. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est pourquoi pas aller le chercher directement dans le CRM, puisque le CRM, il comprend l'ensemble des clients. D'expérience, on a beaucoup de difficultés si on va chercher les identités dans le CRM, parce que un CRM, c'est pas fait pour gérer les identités. Donc on a des contraintes de modélisation qui sont pas toujours faciles à résoudre, en particulier les relations multiples, les champs multivalués. Et puis on a des contraintes aussi de disponibilité et de performance, c'est-à-dire que l'identité, il faut qu'elle soit disponible tout de suite, et le CRM, s'il s'arrête, finalement, c'est pas très grave. Si ça reste quelques minutes, alors que l'identité, si elle n'est pas disponible quelques minutes, ça veut dire que c'est des personnes qui ne vont pas consommer les services. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des véritables référentiels des identités des clients. Donc, un référentiel des identités, c'est quoi? C'est en gros une base de données, mais avec un certain nombre de services, qui va permettre de modéliser les identités, de modéliser le contexte, de modéliser les relations entre les différents objets. Référentiel, ça veut dire qu'on a dedans des informations qui sont fiables. Donc, la raison d'être du référentiel, c'est de donner une information qui est à jour. Le référentiel d'identité va aussi permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie de l'identité, c'est-à-dire quand est-ce que l'identité va rentrer dans le système, les différentes modifications. Donc, la personne va acheter de nouveaux abonnements, va perdre ses abonnements, va perdre ses cartes de réduction, etc. On va pouvoir aussi appliquer des règles de gestion, parce que c'est ce qui caractérise aussi les identités, c'est qu'on va pouvoir leur appliquer des règles de gestion. Donc, une règle de gestion, par exemple, ça va être que si un enfant de moins de 16 ans veut créer son propre compte, il va falloir avoir une validation de son parent. Ça, c'est une règle de gestion. Et ces identités vont être mises à disposition par des API pour que l'ensemble du reste du système d'information puisse les récupérer, les consommer, les utiliser. Et évidemment, sa raison d'être, c'est principalement de publier les identités dans le SIAM pour que le SIAM puisse ensuite les transmettre aux applications. Hop. Et donc, le référentiel des entités, donc c'est lui qui va contenir l'ensemble des identités pour ensuite mettre à disposition ces différentes identités à l'ensemble du système d'information. Il a un certain nombre de moyens pour le faire. On a parlé tout à l'heure de la publication du SIAM, donc ça normalement c'est natif. Et puis on a vu qu'il exposait aussi des API, donc ça va lui permettre au SIAM d'ailleurs parfois directement d'aller rechercher des informations particulières dont il va avoir besoin. Ça va permettre aux différentes applications, pareil, de se connecter directement par des API pour récupérer l'information. Mais on a aussi d'autres méthodes pour diffuser les informations. On a encore des synchronisations, des publications, des choses comme ça, donc des opérations qui se font de manière planifiée. Et de plus en plus, on va avoir des moteurs de messages de type Kafka qui vont permettre, avec les modèles publisher, souscripteur, de publier les changements pour qu'ensuite les services numériques s'abonnent aux changements et les récupèrent directement. Donc on a un certain nombre de méthodes qui vont permettre à l'ensemble des applications du système d'information de récupérer les identités qu'on a dans le référentiel. Et ces identités, elles sont mises à jour dans le référentiel. C'est un petit peu la même chose. On a, en gérant le cycle de vie des identités, on va déterminer qui va pouvoir modifier les identités dans le référentiel, et de nouveau par des API, par des synchronisations, par des messages, et aussi depuis les back-office. Et en particulier, ce qui est souvent intéressant, c'est d'avoir une console de gestion pour pouvoir agir directement, manuellement sur les identités, pour débloquer les cas des clients qui ne peuvent pas voyager parce que leur compte ou leur identité est pas correcte, et donc débloquer un abonnement qui n'a pas bien été pris en compte, etc.
Alors, qui parle d'identité, ceux qui gèrent les identités plutôt dans l'entreprise savent que derrière l'identité, c'est tout un projet finalement qu'on met en œuvre pour avoir ces identités si on veut avoir justement la fiabilité de l'information. Et donc, ça veut dire que il faut s'inscrire dans une démarche où on va modéliser les identités. Il va falloir qu'on détermine l'ensemble des processus et des règles de gestion qui vont assurer non seulement la fiabilité de l'information, mais aussi la vie de l'information dans le référentiel. Se poser des questions sur la fiabilité de l'identité, en particulier si l'identité peut être modifiée en gros en même temps par des systèmes différents. Donc là, il faut gérer les collisions. Assurer aussi la cohérence des données, c'est-à-dire que le référentiel d'identité, normalement, ce qu'on aime bien, c'est qu'il soit interrogé en temps réel. Mais quand on a des anciens systèmes qui ne savent pas faire, mais il faut bien diffuser l'information dans ces systèmes-là. Donc, ça va être le rôle du référentiel d'identité de le faire. Et en particulier ces anciens systèmes, quand on doit agir dessus, voilà, on a souvent des problématiques de connexion. Comment je vais faire pour m'interfacer avec ces systèmes. Et puis ce que je disais, voilà, il faut avoir une interface qui nous permette de pallier aux problèmes qui sont rencontrés en temps réel par les utilisateurs pour qu'ils puissent consommer les différents services. Alors, maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'un référentiel d'identité, voilà, comment est-ce qu'on le met en place? Alors, c'est pas évident parce que y a des logiciels qui savent bien faire ça, finalement, gérer des entités, c'est les IDM d'entreprise, sauf que là, on a trop, finalement, de fonctionnalités qui vont être pas utilisées, donc ça va être très cher. Et puis, ces logiciels-là, souvent, ils sont quand même toujours orientés compte. Et donc, en termes de modélisation, c'est pas toujours la panacée. On a un logiciel de master data management, pareil, c'est pas exactement fait pour des identités, hein, c'est fait pour des catalogues, des choses comme ça. Alors, évidemment, on a toujours l'option de faire du développement propriétaire. Sauf que il faut faire énormément de choses finalement, parce qu'un référentiel d'identité, c'est pas qu'une base de données, c'est gérer le peuplement initial, mettre en place les différentes synchronisations dont on a parlé, les interfaces d'administration, etc. Donc, ce qui veut dire que c'est pas un petit développement propriétaire, c'est un développement assez important. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de notre activité d'édition logicielle. Évidemment, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on propose un logiciel qui va permettre de modéliser les référentiels des identités, et donc qui va intégrer les différents services pour cela. Donc, la base de données, alors ça s'appelle Neobase, qui va permettre de faire la modélisation, les objets, les relations multiples, etc., de manière simple. Ça va permettre de mettre en place de manière simple des règles de gestion en fonction de leur complexité, soit directement par de la configuration, soit par du code. Donc, nous, dans notre cas, c'est du code Java. Ça va permettre de diffuser l'information ou d'intégrer de l'information par de la synchronisation, de la publication. Donc, en particulier, la publication dans le SIAM. Et ça va exposer une API qui va permettre aux différentes applications de consommer les identités. Et on a finalement aussi cette interface d'administration dont je vous parle depuis tout à l'heure pour pouvoir agir directement sur l'identité, alors que ce soit en support d'un utilisateur ou que ce soit directement créer une identité. On a certains cas pour certains clients où le commercial va directement pouvoir créer en temps réel une identité dans le système pour que le client puisse bénéficier d'un service même avant de l'avoir payé. Et pour finir, si on veut un petit peu résumer, quand on propose des services numériques aux clients, il va y avoir des cas où le SIAM ou l'annuaire de compte va être totalement adapté, parce qu'on n'envoie que quelques informations, et on va avoir d'autres cas où on va falloir modéliser les identités, et donc il va falloir finalement commencer par se poser un certain nombre de questions pour savoir est-ce que le SIAM est suffisant, est-ce qu'il faut le compléter par la modélisation, donc un référentiel des identités, et si c'est le cas, il va falloir que je sache modéliser, je sache déterminer les règles de gestion, etc. Et donc, la première chose à faire, c'est de se définir une stratégie des identités numériques qui va ensuite permettre au projet de se dérouler dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, écoutez, merci Monsieur Pham pour cette présentation.